Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon parcours de maman d'enfant 10. Alors, je me présente, donc Julie, 45 ans, je suis maman d'un garçon de 11 ans qui est multi-10 et TDAH. Et en fait, pourquoi j'ai envie de faire ces vidéos? Parce que quand je suis entrée dans ce parcours du combattant un petit peu, quand voilà, j'ai commencé à avancer dans les diagnostics de mon fiston, évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller voir Google, d'aller voir YouTube et puis d'essayer de trouver un peu des réconforts, des explications, des choses pour nous aider à comprendre et puis à accompagner au mieux notre enfant. Alors j'ai trouvé pas mal de choses pour expliquer ce qu'étaient les troubles 10. Voilà, des choses, des vidéos, des trucs assez bien foutus pour comprendre. Donc ça m'a aidé à comprendre. Mais ce qui m'a manqué, c'est d'avoir voilà, des témoignages de parents, d'avoir des soutiens de gens qui étaient déjà dans ce parcours, qui avaient peut-être un petit peu d'avance sur moi et qui auraient pu m'aider un peu à prendre les bonnes décisions. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ces vidéos en me disant que ça pourrait peut-être aider des personnes qui démarrent dans ce fameux parcours. Alors je vais commencer par le début. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour pas que ce soit trop long, avec les différentes étapes du parcours actuel. Donc moi, mon fiston, donc quand il est rentré à l'école, donc à 3 ans, dès le premier mois, l'institutrice nous a convoqués, son père et moi, pour nous dire qu'il y avait quelque chose. Ce truc-là, on l'a souvent entendu, souvent un mois après la rentrée, c'est il y a un truc avec votre fils. Donc il y avait un truc côté graphisme, parce qu'il y a un retard dans le graphisme, mais bon, à 3 ans, on s'alerte pas encore au-delà de ça, mais bon, l'instit avait quand même repéré des choses. Et aussi un comportement un petit peu différent avec ses camarades, donc avec une gestion des émotions un peu particulière, un côté très tactile, très câlin, voilà, mon fils a un cœur en or, mais parfois c'était un petit peu compliqué en récréation. Donc ça a commencé comme ça, donc là ils nous ont orientés en nous disant qu'il faudrait peut-être aller voir une psychomotricienne pour commencer à travailler tout ça. Donc on a commencé des séances de psychomotricité, c'était 2 à 3 fois par semaine, donc là voilà, ça commence à contorsionner l'agenda quand on travaille tous les deux et qu'il faut rajouter des rendez-vous à une vie déjà un peu chargée et compliquée pour l'enfant, une fatigabilité à l'école qui est déjà forte et on ajoute en plus des rendez-vous. Mais bon, ça c'était que le début. Donc ça c'était à 3 ans, 4 ans, pareil, au bout d'un mois, l'instit nous convoque aussi. Donc là, il nous parle un peu du langage, donc on commence aussi à se renseigner côté orthophoniste. Et puis c'est vraiment à la rentrée de grande section où là l'instit était plus ouverte parce qu'elle avait travaillé dans des écoles un peu spécialisées et c'est elle qui la première fois nous a parlé de dyspraxie. Elle nous a dit écoutez, la grande section, on commence quand même à voir que le graphisme ça n'évolue pas et puis il y a des problèmes aussi en termes de psychomotricité fine, et de tenue de stylo, etc. Et toujours aussi les problèmes de comportement en cours de récré, parce que votre fils est très, très tactile, mais tout le monde ne l'est pas et n'accepte pas ça, et donc il se fait rejeter, et quand il se fait rejeter, il a un peu de colère, et du mal à gérer cette colère. Voilà, donc elle nous dit, je vous conseille d'aller voir un neurologue, un neuropédiatre pour aller faire un bilan. Donc là démarre la grande session des bilans. La chance qu'on avait, c'est que, la chance entre guillemets, c'est que notre fils faisait des convulsions hyperthermiques, des crises de convulsions hyperthermiques depuis ses 1 an. Donc on était déjà suivi par un neurologue, parce que sinon c'est quand même en général en France, en tout cas 1 an d'attente pour avoir un rendez-vous avec un neuropédiatre. Nous on a eu un rendez-vous tout de suite. Effectivement, le neuropédiatre a mis le diagnostic,
enfin le premier diagnostic, en disant qu'effectivement il y avait une dyspraxie au bout de 5 minutes de rendez-vous. Et puis aussi un trouble du comportement et de l'attention, donc un TDAH. Enfin en Belgique, à l'époque c'était en Belgique, et puis ça s'appelait TAC. Mais bon, c'est en gros la même chose. Donc là, il y a voilà, l'annonce qui tombe. Et donc 2 effets pour les parents. En tout cas, bon, tout ce que je vous partage là, c'est mon expérience à moi. Hein, c'est pas la vérité absolue, mais je vous partage ce que j'ai vécu. Donc deux comportements, enfin deux réactions, en tout cas un peu dissonantes et complémentaires à la fois suite à ce rendez-vous neurologue. D'abord, ça met enfin un diagnostic et un nom sur ce truc qu'a notre fils. Et donc, ça nous permet de nous dire, bah voilà, ok, il fait tomber un verre sur 2 depuis sa naissance. C'est fatigant, ça nous arrive de l'engueuler quand il fait ça, de dire qu'il est maladroit, etc. Et en fait, bah non, c'est sa dyspraxie qui fait ça. Parce que là où, voilà, pour nous, prendre un verre, c'est, on fait appel à un petit programme informatique à l'intérieur de notre cerveau qui dit, ben voilà, je dois prendre un verre, je fais appel à ce programme et j'ai pas, ça se fait automatiquement. Mais chez lui, non, c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend un verre, c'est comme s'il le faisait pour la première fois. Donc c'est fatigant, donc ça tombe. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie quotidienne. Donc manger avec des couverts, c'est compliqué, et même à 11 ans, ça reste compliqué. Et ben tant pis, mon fils mange avec ses mains, et c'est comme ça. Mais tout ça, voilà, ça nous permet de comprendre et d'arrêter de buter sur des choses ou de forcer notre enfant à faire des choses. Ouais, donc je vous ai parlé du verre, c'est aussi pour l'habillement. Donc voilà, quand il s'habille, notamment pour fermer un bouton, c'est comme s'il avait des gants de boxe au bout des doigts. Bah, essayer de fermer un bouton avec des gants de boxe, bah, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, ça nous a permis de comprendre en fait toutes les difficultés de notre enfant et d'être moins stressant avec lui. Bon, on l'est quand même encore un peu. Mais par exemple, voilà, se dépêcher le matin pour arriver à l'heure à l'école, c'est impossible. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a des gants de boxe au bout des doigts de se dépêcher de s'habiller et de fermer ses boutons, etc. Donc ça nous a permis aussi de mettre en place plein de choses, de changer les vêtements, avoir des choses plus simples, etc. Enfin bref, donc ça c'était vachement aidant là-dessus. Donc il y a tout ce côté où bah voilà, maintenant je sais ce que c'est, donc bah, je vais pouvoir l'accompagner au mieux. Et après, il y a le deuxième effet qui se coule, quand le neurologue dit ben maintenant il faut faire un dossier MDPH, il aura besoin d'orthophonie, il aura besoin de psychomotricité, bon ça il avait déjà, il aura besoin d'ergothérapie et sûrement d'autres accompagnements par la suite. Et là, il y a le truc, tu vois la montagne là, et ben mets tout ça dans ton agenda de maman cadre dans la distribution qui bosse plus que temps plein et bah, démerde-toi avec ça. Et donc voilà, là c'était un peu la douche froide de comment je vais faire tout ça et comment accompagner mon fiston au mieux. Ok, il a tous ces besoins là, mais comment ça s'organise? Et puis même pour lui, voilà, je reviens sur la fatigabilité, mais aller faire 6 rendez-vous en plus de l'école par semaine, sachant que les rendez-vous sont évidemment à droite à gauche chez des libéraux dans toute l'agglomération, et ben ça a été une petite course. Bon, ça se fait, mais c'est voilà, c'est énergivore quand même. Voilà, donc ça c'était la première étape, c'est la détection et le premier diagnostic et puis le boomerang un peu de ce diagnostic. Dans les prochaines vidéos, on ira plus loin dans la partie accompagnement, justement, mise en place de ces accompagnements et le dossier MDPH pour voir un peu comment ça se passe. Voilà un peu pour mon histoire. Aujourd'hui, grâce à mon fiston, j'ai fait un virage professionnel et je me suis formée à la sonosomatothérapie, à la base pour l'apaiser lui. Bon,
Ça marche jamais vraiment bien sur ses enfants, mais ça m'a apaisé moi. Et au coaching aussi, et notamment au coaching des personnes atypiques, hypersensibles, HPI et TDAH également. Et donc, voilà, j'accompagne à la fois des enfants et des parents pour calmer leur anxiété, pour aller travailler dans le corps, libérer les nœuds émotionnels dans le corps et apaiser tout simplement la vie de chacune de ces personnes. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, soit melocoton.fr, soit SOINS, melocoton, MELOCOTON, comme la pêche en espagnol, apaiser pour redonner la pêche. Voilà, la suite au prochain numéro. Merci de votre écoute.